Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad Limam. Bonsoir Ziad, bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. On va voir la couverture donc du dernier, puisque le prochain sort très bientôt, peut-être demain d'ailleurs. Voilà. Là, on est encore sur Abidjan, cité afro-globale. Bienvenue Ziad. En face de vous, Laure Simoes. Bonsoir Laure, bonsoir. Directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Vous avez une exposition donc qu'on annonce ce soir, Enjeux humains, on voit, et c'est du 7 octobre au 28 janvier à la Cité Miroir de Liège. C'est bien cela. Donc, c'est en Belgique. Il y a 100 dessins de presse pour réenchanter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rien que ça. Vous avez vaste programme. Patricia est avec nous. Patricia Lémonière, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter. Et vous sortez votre livre. Je crois que c'est cette semaine, justement, qu'il est sorti, Au cœur du chaos. Une grande reporter raconte la guerre à sa fille. Et c'est chez Artaud, un livre donc sur votre vie de grand reporter pour TF1. Grand reporter et maman aussi. Alain Guillemot est avec nous ce soir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint de La Croix, auteur de L'Ukraine, le réveil d'une nation, et c'est aux éditions Les Petits Matins. Vous êtes aussi ancien correspondant de l'AFP en Ukraine, justement. La une de La Croix, aujourd'hui, c'est sur le pape, toujours le pape. Ah non, et ça c'est votre livre, donc L'Ukraine, le réveil d'une nation. La une de La Croix, donc, on va la voir tout de suite. Et la voilà. Et la voilà, le pape qui en appelle à tous les chrétiens. Et puis la Croix Hebdo qui titre sur la guerre des métaux. Ça, c'est aussi un sujet très géopolitique, même s'il est aussi économique. Les titres ce soir, avec ce clap de fin pour la France au Niger. La France qui donc retire ses troupes avant la fin de l'année et l'ambassadeur de France qui est rentré à Paris. Les militaires réclament un cadre négocié pour le retrait des soldats français. Cette décision met fin à 2 mois de bras de fer avec la junte. La République autoproclamée du Haut-Karabakh qui a annoncé s'autodissoudre 32 ans après sa création. L'exode des Arméniens de l'enclave se poursuit. Plus de la moitié a déjà franchi la frontière de l'Arménie. Et puis ce duel qui apparaît entre Trump et Biden, qui se précise en tout cas pour cette présidentielle de 2024 aux États-Unis. Donald Trump qui menace l'essence même de notre nation, a lancé Joe Biden en Arizona. La veille, le président s'est rendu sur un piquet de grève sur un site automobile dans le Michigan. Trump est aussi allé à la rencontre d'ouvriers du secteur dans cet État qualifié de swing state. C'est vraiment le coup d'envoi de cette élection américaine. Et puis un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël qui s'est dessiné cette semaine avec la visite d'un ministre israélien en Arabie saoudite et d'un ambassadeur saoudien en Cisjordanie. Des rencontres assez inédites qui suivent celles de Benjamin Netanyahou et Joe Biden à la Maison-Blanche. Ça, c'était la semaine dernière. Un accord à 3 serait-il possible? Voilà la question que nous allons poser. Et on va démarrer avec l'actualité africaine et notamment donc la situation au Niger. La France qui donc retire ses troupes avant la fin de l'année. Les militaires nigériens ont réclamé, je cite, un cadre négocié pour le retrait des soldats français. L'ambassadeur de France est rentré à Paris, c'était ce mercredi. Il a donné une interview à nos confrères de TF1. On en écoute un extrait. L'attaque a duré plus de 2h30. Ce jour-là, nous étions collectivement en danger. Et nous sommes passés très très près du drame parce que il y avait plus de 6000 personnes qui étaient là pour en découdre, qui étaient là pour rentrer dans l'ambassade. Très rapidement, les entreprises nigériennes qui nous livraient ont fini par ne plus venir les unes après les autres parce qu'elles étaient dissuadées, voire menacées. Donc il fallait trouver les moyens de sortir les poubelles sans que nos amis de la junte s'en aperçoivent. Il s'agissait d'essayer de faire rentrer de la nourriture, de l'eau, là aussi en faisant preuve d'un peu d'ingéniosité. L'objectif était de me faire craquer et donc de me faire sortir. L'objectif était de me faire craquer. Ça a duré comme ça pendant 2 mois tout de même dans l'ambassade, Ziad. C'était une sacrée épreuve. Oui, enfin, c'est-à-dire que, oui, d'abord, ils ont été encerclés, littéralement, plus d'eau, des rations militaires, mais au bout d'un moment, ça s'épuise aussi. Donc, il y avait un vrai problème, peut-être pas de survie, mais quand même, ça a commencé à se poser. Macron a utilisé l'expression otage, le président français, donc ça commençait quand même à être assez difficile. Mais il a souhaité tout de même qu'il reste pendant toute cette partie de bras de fer avec le Niger. Il y a eu quelque chose enfin, au début, c'est apparu comme une décision de principe qui était une décision qui était presque une belle décision de dire on résiste, on va pas céder aux putschistes, etc. Mais bon,
tactiquement, c'était compliqué à maintenir dans une ville qui vous entoure, avec un régime qui est décidé à obtenir une victoire de principe. Et puis, derrière l'ambassadeur, il y a la question des 1500 hommes dont il faut trouver les modalités de départ. Et donc, il y a une petite victoire de la junte, qui est à mon avis une victoire, comme on dit à l'école, à la Pyrrhus. C'est-à-dire que franchement, c'est un tout petit quelque chose dans cette histoire. Les données de base restent les mêmes. C'est que, la junte est toujours isolée très largement dans son environnement, à part le Niger et le Burkina, à part le Burkina et le Mali, pardon. Que la rupture avec la France, ça veut dire aussi que dans les semaines, depuis maintenant et dans les semaines qui viennent, il n'y aura plus de couverture de sécurité, et c'est quand même important. Et on a vu que la situation se dégrade dans les 3 pays, en fait, dans les 3 pays en même temps. Donc tout ce modèle qui consiste à dire c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Français, c'est la faute des impérialistes, c'est la faute de tous ces gens-là, il y a un moment, c'est contrecarré par des réalités intérieures. Je prends le cas du Burkina rapidement, qui d'ailleurs ont interdit la diffusion de nos confrères de Jeune Afrique. Donc on voit bien à quel point ça se dégrade. C'est-à-dire que quand on en est à interdire les journaux, à dire on n'a pas de problème, et le soir même il y a une tentative de putsch, interdit France 24, RFI. Donc on voit bien que ça se désagrège de l'intérieur, parce que les militaires aussi ne sont pas des politiques. Et le fait qu'ils soient au pouvoir, ça génère automatiquement des ambitions, des contre-ambitions, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et comme ils n'ont pas d'autres moyens de régler leurs conflits qu'en faisant des putschs, on rentre dans des putschs dans le putsch. Enfin, ça peut durer aussi très longtemps. Patricia, lui, l'ambassadeur de France, ex-ambassadeur de France au Niger, dit ce putsch est d'abord et avant tout, il faut bien qu'on en ait conscience, une affaire nigéro-nigérienne entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu'à son terme. C'est ce qu'il a dit. Oui, enfin, effectivement, et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui des choses qui sortent sur la fortune du général Tiani. On voit des tas de choses, effectivement, et il y avait une volonté du président élu effectivement, à mon avis, de s'émanciper de la tutelle de l'ancien président qui couvrait un peu les gens qui avaient travaillé avec lui et qui avaient amassé quelque argent. La question qui se pose aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Ziad, c'est une victoire à la Pyrrhus, et en plus, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce conseil de transition en quelque sorte, eh bien perdent leur bouc émissaire. La France va partir, donc ils n'auront plus ce qui permettait de rassembler la population autour d'eux. Ils perdent en somme le méchant qui pouvait réunir la population. Donc ça déjà, c'est un handicap pour eux. Et puis pour la France, la grosse question qui se pose aujourd'hui, je pense qu'on va l'aborder, c'est quid de notre stratégie en Afrique? C'est ça. Quid on va rapatrier ces 1500 hommes. Va-t-on en mettre un peu au Tchad? Parce que c'est le dernier pays du Sahel qui reste avec 1000 hommes. Va-t-on un peu les redéployer plutôt vers le sud, vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, où il y a des infiltrations effectivement inquiétantes des mouvements djihadistes? Mais là, le président Macron, il est un peu seul pour prendre ses décisions. C'est à lui de décider. Et ça serait peut-être l'occasion de faire un vrai débat parlementaire, finalement, avec tous les députés sur la stratégie française en Afrique qu'il faut, je pense, urgemment repenser. Alors, vous êtes d'accord, il faut repenser cette stratégie en Afrique. En tout cas, c'est cap de fin sur la France et le Niger pour l'instant, ça c'est sûr. Ah oui, ça très clairement. Enfin, on a quand même l'impression que c'est la fin d'un cycle, et puis c'est un tournant qui ouvre sur une nouvelle époque qui s'annonce un peu plus durable. Alors bon, quand même, il faut noter que effectivement, si les troupes françaises ne sont plus basées qu'au Tchad, finalement, c'est un peu revenir à la situation antérieure, puisqu'avant l'opération Barkhane, il y avait déjà de très longue date des troupes françaises au Tchad. Mais effectivement, pour toute la zone sahélienne, on a l'impression qu'une page se tourne et qu'on rentre dans une nouvelle époque. Donc, il faut un nouveau logiciel, effectivement. Voilà, pour trouver une nouvelle manière de s'adresser aux Africains. Nouveau logiciel, le problème, c'est quels sont les enjeux? Est-ce que la France a un enjeu direct au Sahel? Il y a un débat en France entre les stratégistes, les militaires, les politiques. Certains politiques disent on n'a rien à faire au Sahel, il faut ramener nos troupes, il faut s'investir sur l'Europe, pour l'Ukraine, etc. Après, ça se discute d'abord parce que la France est quand même une puissance africaine, qu'on le veuille ou non. Elle a des résidents, elle a des intérêts économiques, elle a des échanges avec tous ces pays, le français, etc. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que les pays qui sont au contact de ces pays sahéliens
ont des vrais enjeux. Alors eux, ils n'en appellent pas spécifiquement à la France, ils en appellent à la communauté internationale. Ils disent, vous ne pouvez pas nous laisser aujourd'hui, Ivoiriens, Béninois, Togolais, etc., Sénégalais, vous ne pouvez pas nous laisser aujourd'hui faire face à cette menace et à la déstabilisation des pays du Sahel tout seul. Vous nous demandez de réduire la dette, vous nous demandez d'investir dans le développement durable, vous nous demandez... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la communauté internationale dépasse ce stade du dialogue franco-africain pour avoir des véritables moyens. Et la discussion aussi, c'est le financement de la guerre, c'est le financement de la sécurité. C'est pas obligatoirement de mettre des hommes, on ne demande pas aux Allemands, aux Américains de mettre des hommes sur le terrain, mais que déjà on ait une attitude différente sur les obligations qu'on fait peser sur ces États en leur disant faites la guerre, faites le développement, faites l'école, faites les infrastructures, faites le développement durable, faites tout ça. Et sur la sécurité, en tout cas, les djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique sont quand même très présents, ils sont même en concurrence. 7 soldats ont été tués hier, jeudi, dans l'ouest du pays, lors d'une attaque djihadiste présumée en tout cas. Donc la sécurité, comme vous le disiez, ça reste quand même un sujet de préoccupation majeur. Est-ce que le Niger peut évoluer comme le Mali ? Alors, il est clair qu'actuellement, il y a une détérioration de la situation sécuritaire au Niger. Il y a eu de très nombreuses attaques depuis le mois de juillet, etc. Et on chiffre certains avant jusqu'à une centaine de morts. Bon. Mais il faut savoir aussi que le Conseil de transition, le général Chani, il a ramené beaucoup de forces spéciales et les hommes les plus compétents de la bataille du combat contre les djihadistes dans la capitale, pour se protéger. Donc il y a des troupes essentielles qui ne sont plus aujourd'hui sur le terrain. Et à la différence des troupes au Mali et au Burkina, où là, c'est une armée qui est complètement déliquescente et qui s'appuie sur la population essentiellement, eh bien, le Niger a une vraie armée. Il a des hommes capables de se battre. Alors, ce qui est intéressant, j'en finirai par là, c'est ce G5 Sahel qui s'est reconstitué, mais qu'avec des régimes qui sont en quelque sorte, qui ont fait le dégagisme vis-à-vis de la France, puisqu'il y a cet accord entre le Burkina, le Mali et le Niger pour essayer de lutter contre les djihadistes. Les dessins. Oui, juste un mot, Mohamed Bazoum est toujours tenu en otage dans sa villa avec sa femme et son fils, et ça fait plus de 2 mois que ça dure. Il n'a pas démissionné. Dans un relatif, finalement, on finit par se dire bon. Mais il refuse de démissionner, c'est ça qui est intéressant. Il refuse toujours de démissionner. Dessinateur. Oui, un premier dessin du dessinateur Gio, dessinateur français, qui est quand même, avec le départ de la France au Niger, il y en a un qui se frotte les mains et qui jubile, vous l'aurez reconnu. Macron qui quitte le Niger. Redis-le encore, dit le maître du Kremlin en se frottant les mains. Ce qui est drôle, c'est le soldat qui est toujours au garde à vue derrière avec la main sur la tempe. Un deuxième dessin du dessinateur Mehdi de Tanzanie. On le sait, donc on le voit, la France est devenue maintenant persona non grata au profit, encore une fois, de la Russie. Donc il y a quelques tatouages qui ont besoin d'être mis à jour. Donc on va passer du I love France au I love Russia. Le problème, c'est que les tatouages, pour les enlever, c'est parfois compliqué. Et puis un petit pas de côté du dessinateur français Truand, mais pas si à côté de la plaque que ça. On le sait, Macron a été en déplacement en Corse cette semaine. Et donc là, il le représente au téléphone avec justement l'ambassadeur IT. La France quitte le Niger. Monsieur l'ambassadeur, que diriez-vous d'un poste en Corse ? On peut dire que l'ambassadeur IT a été mis à rude épreuve et qu'il pourrait effectivement affronter la situation à venir en Corse, qui sait. Bon, bref, c'était un petit pas de côté, mais qui dit quand même beaucoup de choses. La République autoproclamée du Haut-Karabakh donc a annoncé l'autodissolution. Elle s'est autodissoute, cette République autoproclamée, 32 ans après sa création. L'exode des Arméniens de l'enclave se poursuit. Plus de la moitié a déjà franchi la frontière de l'Arménie. On va écouter quelques réactions de la population arménienne qui a fui. Et puis on va également écouter la réaction de Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien. Quand ils ont commencé à nous tirer dessus, mon petit-fils a couru vers le sous-sol de la maison de notre voisin. Il était sous le choc. Il n'a que 12 ans. Il criait, demandait si nous allions bien. Il nous tirait dessus lourdement. Ces derniers jours ont été horribles. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça un jour. Aujourd'hui, on doit quitter notre Karabakh. L'exode des Arméniens du Haut-Karabakh, la suite de la politique de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan continue. Notre analyse montre que dans les prochains jours, il n'y aura plus d'Arméniens au Haut-Karabakh.
C'est un acte de nettoyage ethnique. Alors, en parlant de fin de cycle, on peut dire que là, le Haut-Karabakh, donc, il s'est vidé de toute sa population avec cette reddition de cette république autoproclamée. C'est vraiment le legs de l'effondrement de l'Union soviétique qui se termine. Alors oui, tout à fait, c'est un conflit de 32 ans, mais peut-être aussi de plusieurs siècles, en fait. Et évidemment, bon, les images qu'on voit ces derniers jours sont tout à fait tragiques, avec le Haut-Karabakh qui se vide de sa population. Quelque part, l'Arménie paye le prix de son isolement, puisqu'elle avait beaucoup misé sur la Russie. Et puis, très récemment, elle a changé de pied. Elle s'est mise à considérer que la Russie n'assurait pas sa protection, puisque d'ores et déjà, enfin, l'Azerbaïdjan avait repris une partie des territoires du Karabakh en 2020. Et donc, elle s'est tournée vers les Américains. Et puis là, la Russie a décidé de rester l'arme au pied. Les hommes des forces d'interposition russes qui étaient sur place ont laissé faire, donc l'Azerbaïdjan qui a récupéré le Haut-Karabakh. Alors, quand même, je trouve qu'il est utile peut-être de faire une précision, parce qu'on entend beaucoup de choses ces jours-ci, de commentaires à chaud sur les images, et qui sont tout à fait touchantes et bouleversantes. Mais enfin, quand même, on a tendance à dire, oui, alors regardez, en Ukraine, la communauté internationale aide les Ukrainiens, et en Arménie, enfin au Haut-Karabakh, la communauté internationale ne fait rien et laisse le Haut-Karabakh être mangé par l'Azerbaïdjan. Mais je voudrais quand même rappeler que internationalement, enfin les frontières au moment de la fin de l'URSS, les frontières de l'Azerbaïdjan incluaient le Haut-Karabakh. Et donc, il y a une forme quand même de légitimité à l'Azerbaïdjan à vouloir reprendre ces territoires. Maintenant, bien sûr, c'est la manière dont ils le font, quoi. Il faut être, bien sûr, il faut être très vigilant sur la façon dont ça se passe. Et malheureusement, comme c'est un territoire fermé en ce moment, aux journalistes, on ne peut pas, et aux témoins, même aux humanitaires. Et donc, il ne peut pas y avoir de témoins pour savoir qu'est-ce qui s'y passe exactement. Alors, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir, mais enfin bon, ça, on attend de voir quand même. Patricia, parce que Pachinian, c'est intéressant de rebondir peut-être sur ce qu'a dit Alain. Pachinian, lui, il parle de nettoyage ethnique, puisqu'il y a 120 000 Arméniens dans cette enclave, selon une estimation. Là, il y en a déjà plus de la moitié, 90 000 qui ont déjà fui. Et manifestement, ils vont tous fuir parce qu'ils ne souhaitent pas rester. Oui, parce qu'ils craignent effectivement... Donc lui parle de nettoyage ethnique. Ouais, alors, ils craignent des exactions à leur encontre, puisque dans les précédentes guerres, les deux camps ont commis des exactions et la haine a été entretenue durant toutes ces années. Ce qui est le plus inquiétant, je trouve, dans cette histoire, c'est que ce qui s'est passé au Karabakh crée en somme un précédent, mais qui colle avec notre époque. C'est la justification du recours à la force sur la diplomatie. Et on voit qu'on est dans cette époque où, justement, ceux qui ont recours à la force, même si elle est justifiée par le droit international, mais on pouvait avoir un recours à la diplomatie. Il y a eu 10 plans de paix, je crois. Ça n'a pas marché. Alors, chacun se renvoie la faute. Certains disent que c'est les autorités du Haut-Karabakh qui ne voulaient pas, etc., etc. Mais néanmoins, et je crois surtout que c'est révélateur de notre époque, c'est la force qui paye aujourd'hui sur la diplomatie. Et les diplomates et la communauté internationale semblent disparaître. En tout cas, le dialogue semble disparaître. Ziad, vous êtes d'accord? On va regarder la carte, parce que maintenant, l'Arménie craint, elle, une nouvelle agression du côté de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, donc, qui aurait comme allié Erdogan, la Turquie. Et on voit ce corridor, donc le projet de corridor. On ne le voit pas bien parce qu'il y a un synthèse. En fait, le projet de corridor de Zangezur, voilà, que vous voyez maintenant, qui est vraiment au sud de l'Arménie et en fait qui permettrait de rallier finalement l'Azerbaïdjan à cette enclave, donc plus à l'ouest, qui est en fait une enclave de l'Azerbaïdjan, mais qui n'est pas dans la continuité avec l'Azerbaïdjan. Donc en fait, l'Arménie dit attention, ce Nakhichevan, donc s'appelle cette enclave, les Azerbaïdjanais vont finir par nous attaquer. C'est ça en fait la crainte aujourd'hui, Ziad. Oui, enfin, c'est comme vous l'avez dit tous les deux, c'est aussi cet héritage post-soviétique dans les républiques du Caucase qui sont un espèce d'enchevêtrement de populations, de cultures. Là, en plus, on a des populations, un Azerbaïdjan musulman, une Arménie chrétienne orthodoxe. Enfin, tout ça est très complexe, il y a une histoire longue, il y a des mystères diplomatiques et stratégiques. C'est pourquoi la Russie... est-ce que la Russie a laissé tomber l'Arménie? Est-ce que la Russie a froidement calculé
de laisser tomber l'Arménie? Est-ce que la Russie a été débordée par d'autres problèmes? On a eu toutes sortes d'interprétations pendant ces 10 jours qui restent ouvertes. Je pense que on voit aussi à quel point la Turquie est passée du stade de puissance intermédiaire à puissance régionale. Parce que là, plutôt, on a l'image d'Erdogan et Aliyev qui se sont rencontrés dans l'enclave justement du Nakhitchevan. À Istanbul, les choses se décident et finalement, on se dit que l'Europe a peu de mains, les États-Unis, c'est loin, la Russie n'a pas forcément les moyens en ce moment de rentrer dans ce genre d'histoire. Et c'est l'autre symbole de ce monde qui bouge, c'est Erdogan et Aliyev. Où les puissances émergentes peuvent prendre des positions extrêmement audacieuses et modifier des équilibres imparfaits ou parfaits qui existaient depuis un certain temps. On a même pu dire qu'il y avait une forme de deal entre Poutine et Erdogan pour... C'est de la réelle politique. Voilà, pour laisser faire. Et parce que sur la carte que vous avez montrée tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que derrière le Nakhitchevan, c'est la Turquie. Et donc, en fait, les Arméniens craignent, et là, pour le coup, ils ont de bonnes raisons historiques d'avoir des craintes, que l'Azerbaïdjan veuille établir une forme de continuité territoriale jusqu'à la Turquie. Alors donc, c'est la thèse de la Grande Turquie. Et effectivement, les Arméniens, qui sont en plus un pays assez enclavé, qui n'ont pas d'accès à la mer, etc., ont de bonnes raisons de se sentir dans une position difficile. En tout cas, c'est la géopolitique qui prend le dessus, là. C'est un peu... Oui, c'est définitivement la géopolitique qui prend le dessus. Et je crois que... la France a dit qu'elle aiderait, justement, sur le plan humanitaire. De remonter militairement, en quelque sorte, parce que l'Arménie est pauvre comparée à l'Azerbaïdjan, qui a son pétrole et son gaz dont nous sommes très friands, en quelque sorte. Et effectivement, on essaye de remonter militairement l'Arménie, enfin de la renforcer, mais c'est pas ça qui empêchera, je crois, effectivement, les tentatives azéries de reconquérir cette partie du territoire pour faire le lien avec le Nakhitchevan. Alors là, pour le coup, l'Azerbaïdjan se mettrait quand même en faute par rapport au droit international. Autant quand ils envoient des troupes au Haut-Karabakh, ils ont le droit international pour eux, même si on déplore bien sûr la violence. Voilà. Et les moyens, évidemment, ça aurait été mieux que ça se règle par la diplomatie. Ça, je souscris entièrement à ce que vous avez dit. Mais là, ça serait une attaque. Le droit international était pour de l'Arménie. S'ils rentraient sur le territoire arménien, là, pour le coup, oui, on serait fondé, enfin des puissances extérieures, en tout cas, seraient fondées à intervenir à la demande de l'Arménie. L'Iran, notamment, qui ne veut pas être coupé de l'Arménie, puisque si ce corridor était établi, la frontière entre l'Arménie et l'Iran disparaîtrait. Notamment, l'Iran pourrait effectivement intervenir. Un jeu de puissance régionale. Les dessins. Oui, un premier dessin du dessinateur français Rodot, quand même, sur le portrait du dictateur de Bakou. C'est quand même accessoirement un dictateur, faut-il aussi le rappeler. Le nettoyage ethnique, quand même, tant redouté, a quand même commencé. Quel futur pour l'Arménie se pose la question. C'est le titre de ce dessin. Le futur de qui répond-il? On parlait quand même de l'Arménie qui se sent menacée. Il y a, semble-t-il, de quoi. Cet autre dessin, justement, très intéressant du dessinateur français Placide, on l'a dit, c'est un conflit territorial ancestral, mais c'est aussi une zone très riche en ressources pétrolières, gazières, et qui fait l'objet de plein de convoitises, notamment de la part des régimes voisins, qui sont quand même, somme toute, souvent autoritaires. On a la Turquie et Israël qui sont alliés de l'Azerbaïdjan, quand la Russie et l'Iran le sont, par exemple, de l'Arménie. C'est quand même une architecture complexe dans cette zone. Et puis, pour terminer, un dessin de Kroll. Il y a une forme d'émotion, un petit peu de gorge nouée dans ce dessin de Kroll qui a plutôt l'habitude de nous faire rire. Les Arméniens du Haut-Karabakh. Au fond, nous appartenons à un très grand peuple, celui des réfugiés dans le monde. On l'a dit, c'est plus de 65 000 réfugiés qui ont déjà rejoint l'Arménie et c'est plus de la moitié de la population totale. Ils seront 120 000 très bientôt. Et on va direction l'Amérique, les États-Unis, avec ce duel Donald Trump-Joe Biden qui se précise pour la présidentielle de 2024. Donald Trump qui menace l'essence même de notre nation, a lancé Joe Biden lorsqu'il était en Arizona. La veille, Joe Biden s'est rendu sur un piquet de grève, vous l'avez vu, d'un site automobile du Michigan. Trump est aussi allé à la rencontre d'ouvriers du secteur justement automobile dans cet État du Michigan qualifié de swing state, c'est-à-dire qu'une fois
fois, il vote démocrate, l'autre fois, il vote républicain. C'est donc un État clé pour l'élection présidentielle. On va écouter tout de suite Joe Biden en Arizona et Donald Trump au Michigan. Il se passe quelque chose de dangereux en Amérique, un mouvement extrémiste qui ne partage pas les convictions fondamentales de notre démocratie, le mouvement Make America Great Again. Joe Biden n'est venu dans le Michigan que pour se faire prendre en photo sur le piquet de grève. Mais c'est sa politique qui envoie les salariés de l'automobile au chômage. Je vous vois, vous négociez de meilleures conditions, vous faites grève, mais ce que vous obtenez ne fait pas la moindre différence parce que, dans 2 ans, vous serez tous au chômage. Et il s'adresse à des ouvriers du Michigan. Patricia, on refait 2020 là. On refait 2020 et on joue sur les peurs. Là, par exemple, quand il dit aux ouvriers du Michigan, vous serez tous au chômage, et ce qu'il leur dit, c'est que les voitures électriques, les fameuses promesses de verdir en quelque sorte l'Amérique de Joe Biden, eh bien, vont tous vous mettre au chômage. Il n'est pas à une erreur prête. On a cet affrontement et de l'autre côté, on a Biden. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une inflexion. Jusqu'à présent, Joe Biden ne voulait jamais prononcer le nom de Trump. Et là, dans son discours, un discours très important, un discours qui fait presque... qui bascule un peu, eh bien, il attaque directement Donald Trump en disant avec lui c'est le chaos et c'est la fin de la démocratie. Là, il pose les termes finalement de l'affrontement qui va se dérouler pour les élections. Ça, c'est intéressant sur la démocratie. Il fallait voir aussi donc ces deux prétendants. Joe Biden d'abord, qui en fait a coupé l'herbe sous le pied à Donald Trump dans le Michigan, donc sur un piquet de grève, puisque tous les deux essayent de récupérer donc lui le vote syndical, puisque les syndicats a priori sont plus proches des démocrates, le UAW, et Trump plutôt les déclassés, donc les ouvriers non syndiqués. En tout cas, on sent qu'il y a une vraie bataille au sein du secteur de l'automobile au Michigan, à savoir qui on va récupérer dans l'électorat. Oui, d'abord, la vraie bataille est dans le secteur de l'automobile, elle est dans le Michigan, elle est à Sochaux, elle est dans tous les pays producteurs d'automobiles qui vont vivre une espèce de transformation massif du travail, de la manière de faire des voitures, etc., pendant que les Chinois rigolent en se disant qu'ils vont faire des voitures pour tout le monde. Donc ça fait partie de la grande picture. La deuxième chose, c'est que, franchement, les 4 malheureux les 4 malheureux syndicalistes non syndiqués que Trump a rassemblés dans une salle, c'était pathétique. La moitié était payée, c'était non-union, ça n'existe pas. Enfin, c'est un concept assez rare dans le Michigan. Donc, en fait, ce qui était important, c'est la capacité à Biden à séduire, à reséduire cet électorat populaire et ouvrier qui est très important pour la victoire dans cet État, qui, comme vous dites, a basculé. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que, d'abord, il y a un Trump Teflon absolu, c'est-à-dire que le type en qui les condamnations, les accusations, les jugements, ça ne bouge 90, plus de 90. Et la veille, on a mis à bas le mythe du Trump superstar, businessman et tout à New York, donc ça bouge pas. Et 2, tout le monde part du principe que rien ne changera jusqu'à l'élection, c'est avec un Trump d'un côté, un Biden de l'autre. Or, il est possible que l'agenda judiciaire rattrape quand même Trump à un moment. Il est possible que l'âge des 2 capitaines, il se passe quelque chose. Donc tout est ouvert. Il y a des tas de lieutenants qui émergent un petit peu dans la scène américaine. Le gouverneur de Californie. Il y a des gens qui bougent et on sent qu'on va vers quelque chose d'extrêmement complexe. Et même si quelqu'un est élu à l'âge vénérable où il aura, rien ne prouve que le mandat sera complet. Donc le choix des vice-présidents, qui en général est totalement anecdotique, devient le type c'est le type qui respire à l'œil du président. Et donc tout ça, c'est bien si ça concernait que les Américains. Alors c'est vrai que cette histoire... Comme souvent, ça nous concerne tous. Et on peut ça concerne les Ukrainiens aussi. Oui, ça concerne les Ukrainiens, ça concerne l'Europe, ça concerne l'OTAN, ça concerne le reste du monde. En tout cas, dans les sondages d'opinion de Joe Biden, un plafond, il est à 44% d'opinion favorable. Donald Trump, même chose, 44%. Ça, c'est un sondage d'opinion YouGov qui date du 14 septembre. Joe Biden, il n'arrive pas, il est toujours impopulaire malgré cette politique économique, malgré le fait que l'économie aux États-Unis ne se porte pas si mal, même s'il y a un peu d'inflation. C'est peut-être ça qui les fait
beaucoup d'inflation. C'est peut-être ça qui fait qu'il reste impopulaire. Il y a le problème de son âge quand même, c'est vrai. Et puis, ça revient beaucoup. Qui revient beaucoup, voilà. Il y a eu quand même un éditorial du New York Times, quotidien, s'il en est pro-démocrate, qui a quand même ouvertement posé cette question-là. Et c'est vrai qu'elle se pose quand même. Alors bon, on voit bien que Biden est en train d'installer sa candidature comme quelque chose de naturel. Est-ce que c'est si évident que ça qu'il pourra aller jusqu'au bout? Bon, il y a encore un an. Il y a encore des primaires. Bon, il y a deux candidats en plus. C'est un long parcours. Mais il reste le favori. Oui, tout le monde oublie que Trump a 2-3 ans pas encore plus. fait. C'est pas non plus, c'est pas le petit jeune et le vieillard. Trump, il n'est pas beaucoup. Non, il est pas beaucoup plus jeune. On a vu lors du débat des Républicains où Trump n'était pas que tous les candidats à la primaire républicaine ont concentré leur tir sur Trump pour dire écoutez, bon, il ne vient pas, il ne participe pas au débat. Sept candidats. Il est temps d'avoir une alternative. 7 candidats républicains qui sont très loin derrière lui dans les sondages d'opinion. En l'occurrence, le favori, c'était quand même Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Il est 40 points derrière Donald Trump, Ron DeSantis. Donc on ne peut pas dire qu'il est vraiment grimpé. C'est-à-dire que le modèle floridien, ça appelle assez peu l'Amérique profonde, l'Amérique MAGA, ça passe pas du tout, quoi. C'est le type qui vient de Miami, qui vous explique tout bronzé, etc. C'est juste, ça marche pas. Très conservateur quand même. Oui, donc mais ça devrait marcher. Ce fameux électorat MAGA culturel qui est en révolution pour réinstaller des valeurs. Ça, c'est pour eux la Floride, c'est un mélange de Sunshine State, de cubains dangereux et de. Je crois aussi que c'est le style de Donald Trump qui parle à l'Amérique profonde. C'est le fait qu'il tweet, qu'il a des mots chocs, qu'il a des phrases courtes, ramassées. Son populisme qu'on lui connaît. C'est une vraie bête de scène que n'est pas du tout Ron DeSantis. Souvenez-vous, les interviews qu'il a données, c'était d'une platitude affligeante. Non, Donald Trump manque de charisme, est une bête de scène. Il sait jouer de ça et en plus, il arrive à son âge à avoir un tonus qu'effectivement n'a pas Joe Biden avec 3-4 ans de plus qui, lui, parfois tombe. Et il y a de plus en plus, comme vous le disiez, effectivement, des éditos, des gens qui se questionnent en disant ne serait-ce pas le moment, si les démocrates veulent gagner, de trouver un autre candidat, avec la question qui se pose par derrière, le parti est très clivé, est très divisé entre une extrême gauche, etc. Et comment trouver quelqu'un qui fasse consensus, parce que Joe Biden, et qui puisse battre Trump, finalement fait consensus. Oui, qui puisse battre Trump. C'est quand même maintenant ou jamais, parce que c'est vrai que d'ici 3 mois, si tout le monde est toujours rangé derrière, enfin si le parti démocrate, plutôt, est toujours rangé derrière le soutien à Biden, bon voilà, l'affaire sera faite, quoi. C'est parce qu'il pense qu'il est seul pour battre Trump. Sur la vice-présidence. Et ça, je pense que ça va être musclé des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés, oui. Dessinateur. Oui, un dessin du dessinateur argentin Bex que j'aime beaucoup. Je sais pas, vous allez voir. Il me fait rire, il n'y a pas un mot, mais je trouve que ces deux candidats sur les piquets de grève, là, avec l'un qui a besoin d'un haut-parleur pour se faire entendre parce qu'il est quand même un petit peu palichon, et l'autre qui vocifère allègrement sans besoin de haut-parleur, ben voilà, ça plante le décor et ça raconte tout sans un mot. Cet autre dessin, alors là pour le coup du dessinateur américain Ted Rall, qui n'est pas tendre avec Biden, d'habitude c'est toujours Trump qui en prend plein la figure, et qui voit aussi quand même chez Biden un acte un petit peu opportuniste dans cette réunion avec les syndicalistes. Donc je traduis. Dans un acte de performance historique, le président Joe Biden est apparu sur un piquet de grève des travailleurs de l'automobile, mais il n'a pas fait de piquet de grève et n'a pas offert d'aide gouvernementale significative. Et Biden qui dit « Et ce coup d'éclat n'est qu'un début, je vais aussi faire semblant d'interdire les voitures électriques qui détruisent les emplois. » Donc là, il y a aussi, en arrière, toute la question de la voiture électrique qui est aussi posée. Et puis pour terminer, ce dessin de la dessinatrice taïwanaise Stelina sur Trump, on en revient, qui a donc profité, qui a fait son meeting, qui a tenu son meeting à Détroit et qui lui a permis de s'éviter au passage donc de répondre au débat des primaires républicaines. Donc il est au centre de cette galaxie républicaine, tel un soleil, n'est-ce pas ? Et il fait fi de ses rivaux puisqu'il était absent au débat. Et puis, alors ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est qu'on voit que tous les rivaux sont masculins, à l'exception d'une, qu'on reconnaît à sa petite perruque, Nikki Haley, qu'on reconnaît donc très bien ici. La galaxie républicaine avec
le soleil Trump au milieu. Je ne sais pas ce que ça... Les dessinateurs adorent Donald Trump, hein, ça se voit quand même, toujours. Et cette élection présidentielle, vraiment, elle commence à battre son plein aux États-Unis. On va parler diplomatie maintenant, diplomatie avec ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui s'est dessiné cette semaine avec la visite d'un ministre israélien en Arabie Saoudite, hein, vous le voyez, et la visite d'un ambassadeur saoudien en Cisjordanie. Dans les deux cas, l'une c'est presque historique, l'autre c'est quasiment inédit depuis 30 ans. Ces rencontres suivent celle de Benjamin Netanyahou avec Joe Biden, ça c'était à la Maison-Blanche la semaine dernière. Alors un accord à 3 serait-il possible? Est-ce l'objectif? En tout cas, on va d'abord écouter Benjamin Netanyahou, c'était le 20 septembre au moment de sa rencontre avec le président américain. Et ensuite, on va écouter MBS, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Lui, c'est un extrait d'une interview qu'il avait donnée à Fox News le 21 septembre dernier. Je pense que sous votre houlette, Monsieur le Président, nous pouvons forger un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie Saoudite. Je pense qu'une telle paix nous aiderait grandement à mettre fin au conflit israélo-arabe, à parvenir à une réconciliation entre le monde islamique et l'État juif, et à faire progresser une paix véritable entre Israël et les Palestiniens. Que faudrait-il pour que vous acceptiez de normaliser les relations avec Israël? L'administration du président Biden nous soutient dans cette démarche. Pour nous, la question palestinienne est très importante, nous devons la résoudre. Et les négociations se poursuivent bien jusqu'à présent. Nous devons voir où nous allons. Nous espérons qu'elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient. Pensez-vous que vous en êtes proche? On s'en rapproche tous les jours. On s'en rapproche tous les jours, hein, Ziad. C'est ce que dit MBS, hein, Mohammed Ben Salman. On voit que la question palestinienne, c'est quand même une condition importante pour lui. Mais on voit bien quand même que dans ce jeu à 3, que ce soit pour Joe Biden, pour Benjamin Netanyahou ou pour MBS, ça serait une victoire diplomatique que de pouvoir signer une sorte d'accord tripartite. Pour Joe Biden, c'est clair. Est-ce que ça aurait un impact ou pas sur la campagne? Je suis pas sûr. Pour Benjamin Netanyahou, c'est très très clair parce qu'il pourrait arguer du fait que quel que soit le gouvernement qu'il a, il a été capable de signer un accord de paix avec l'Arabie Saoudite. Pour le prince héritier, c'est plus complexe parce que je ne pense pas que dans la société saoudienne, dans l'architecture du pouvoir en Arabie Saoudite, cette question fasse, j'allais dire, l'unanimité. Bon, tout le monde fait très attention à ce qu'il pense et à ce qu'il dit, mais c'est quand même les lieux saints de l'islam. Il y avait un plan de paix saoudien qui était le fameux plan de paix d'il y a 20 ans de la terre contre la reconnaissance et la paix. Donc d'un seul coup, il y a quand même une réorientation majeure, qui tient compte des rapports de force réels aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais dans son interview, il y a une petite phrase que tout le monde a entendue, c'est « Is the life of the Palestinian ». On ne parle plus d'une solution à 2 États. Ou alors il a eu une imprudence. Il dit un accord qui... c'est pas clair, il en parle quand même à demi-mot. Oui, mais alors d'autres en parlent. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas sûr que la position saoudienne là-dessus est totalement fixée. Je pense que le processus avance. Je pense que tout le monde aimerait avoir ce Moyen-Orient de business, d'échange, etc. Mais le Moyen-Orient a prouvé 50 000 fois dans l'histoire de l'humanité que ça ne se résume pas au business et que les forces profondes, historiques, religieuses qui déterminent la vie de ces peuples, si on ne trouve pas de solution de fond, ça va reclasher. En tout cas, ça serait un sacré virage, je dirais, dans cette région, Patricia, si effectivement il y avait un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, d'autant que MBS, lui, dans ces conditions, il voudrait développer le nucléaire civil. Enfin, c'est ce qu'il demande aux États-Unis. Et là, du côté de Netanyahou, a priori, ça passe difficilement. Donc sur les conditions, c'est compliqué. Un bouleversement complet, effectivement, de la situation dans la zone. Hein. S'il y avait un accord, parce que s'il y avait un accord, ça sous-entendrait effectivement qu'il y a eu un accord sur le nucléaire avec les Américains, qu'il y a eu un accord sur le nucléaire avec les Américains. Parce que vous savez que effectivement, Ben Salman veut développer le nucléaire civil et il veut surtout enrichir de l'uranium, puisqu'il y a de l'uranium sur place. Alors autant dire que, et il a dit très clairement, si l'Iran va plus loin dans son enrichissement, moi j'irai plus loin. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux, Israël
et l'Arabie Saoudite, maintenant, ils ne sont plus... ils font une diplomatie, qui est la diplomatie à la mode, indépendante. Ils ne sont plus sous l'influence américaine. Ils sont décomplexés. Ils font des accords avec qui ils veulent et comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, si le roi, le prince d'Arabie Saoudite n'arrive pas à obtenir des accords en ce qui concerne le nucléaire avec les États-Unis et donc à sceller un plan avec Israël, un plan de paix, et bien il ira faire son nucléaire avec les Chinois et il ne fera pas son plan de paix. C'est ça, il a développé aussi les relations avec les Chinois. Et les Palestiniens, je crois, sont un peu plus importants qu'on ne le pense. Netanyahou veut jeter ça, il a dit d'ailleurs très clairement que si on cochait la cage pour les Palestiniens, après on en faisait ce qu'on en voulait. Hein. Il a dit que les Palestiniens ne doivent pas avoir un droit de veto sur un accord avec l'Arabie Saoudite. Oui, puis il dit très clairement qu'en gros, on coche la case, on dit des choses et puis on fait autrement. Par contre, pour le prince Ben Salman, c'est autre chose, parce qu'il a une famille, comme vous le disiez, royale. Les anciens sont très attachés quand même aux Palestiniens et dans la population, il pourrait susciter un mécontentement. Donc c'est plus difficile pour lui. C'est compliqué. Et MBS qui fait effectivement cette diplomatie un peu multicarte, il s'est rapproché des Chinois pour justement, sous l'égide des Chinois, ils ont trouvé un accord au Yémen. Ouais. Ils ont développé, ils utilisent aussi la technologie chinoise Huawei, qui ne doit pas faire très plaisir aux Américains non plus. Oui, et puis c'est émancipe des États-Unis tout en voulant garder un lien avec eux. Et derrière la question du nucléaire civil, il y a bien sûr la question du nucléaire militaire, c'est-à-dire le risque qu'à terme, l'Arabie Saoudite veuille se doter de l'arme nucléaire, le risque de prolifération. Donc, il a dit que ce n'était pas exclu. Voilà. Donc, dans l'interview dont vous avez diffusé des extraits, il y a le dit et puis il y a le non-dit. Le dit, c'est donc les Palestiniens, effectivement, parce que MBS a besoin de montrer, de signifier qu'il est attaché à cette question. Et puis, le non-dit, c'est peut-être qu'est-ce que l'Arabie Saoudite cherche à obtenir des Américains en échange. On voit que c'est des discussions qui sont très dures, très complexes et qu'ils vont essayer d'obtenir le maximum, bien sûr. Les dessins. Oui, je vais vous montrer 2 dessins. Vue d'Israël et vue de Palestine, pour le coup, sur cet accord. Comme ça, ce sera. Donc, c'est intéressant de voir ce premier dessin de Uri Fink, dessinateur israélien, avec cette colombe de la paix entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui a des allures bien particulières. Tout le monde aura évidemment compris le signe du nucléaire. Et donc, on l'a dit, Patricia l'a dit, si l'Iran, ennemi juré d'Israël, se dote de l'arme nucléaire, MBS a averti que il ferait de même. Donc voilà, nous voilà avertis. Et puis pour terminer, donc, ce dessin côté palestinien du dessinateur Mokassem, d'après le célèbre baiser de la guerre froide entre, vous savez, Brejnev et Honecker. C'est un espèce d'avertissement coup de poing du dessinateur. Faut quand même pas être dupe aussi de tout ça et ne pas avoir la mémoire courte, parce que vous aurez reconnu que derrière Benyamin Netanyahou, il y a l'espèce de grue qui symbolise quand même la colonisation des territoires palestiniens. Et puis derrière MBS, il suffit de brandir cette hache, tout le monde comprend la référence à Khashoggi. Le tout saupoudré de pétrole. Voilà un petit peu la photo vue de Palestine. Voilà le dessin qui dit tout, vue de Palestine. Allez, on termine cette émission par ce petit clin d'œil. Comment marier diplomatie et musique ? C'est Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui parvient très bien, puisqu'il a développé au sein du département d'État une initiative, la musique comme vecteur diplomatique, et il en fait la démonstration. Je signe. Gypsy woman told my mother before I was born, gonna be a man child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout. C'est le diplomate rocker. Franchement, c'était Muddy Waters, pas mal quand même. Blinken président. Il a plutôt une bonne voix en tout cas. Presque mieux que Barack Obama. Mais, ce qui est intéressant avec Blinken, c'est qu'il est très atypique en fait. Il est assez décontracté. Il parle français couramment. Il est très globalisé réellement. Et il a toujours son groupe, puisque c'est un groupe de jeunesse, un groupe de musique. Et ça fait partie des gens qui, sans être vraiment politiques, peuvent avoir dans un avenir un destin qui ne serait pas que celui qui ne peut autre chose que rockstar. Autre chose que rockstar. Merci beaucoup Laure Simoès, merci beaucoup Patricia Lémonière, merci Alain Guillemol, merci Ziad Limam, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On peut retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et puis également en podcast. À lundi.